C'était, c'est semblé te vivre. Semblé où, c'est soif te vivre. C'était, c'est semblé te vivre. Semblé où, c'est soif te vivre. Façonner, jamais de volonté se battre au cou. Vivre, tourner, ouais, tout ça pas beau. Façonner, jamais de volonté se battre au cou. Vivre, tourner, ouais, tout ça pas beau. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de philosophie, nous devons beaucoup à cet être. Et nous disons et nous souhaitons la bienvenue à tout et chacun parmi nous. Et rapidement, nous allons faire place à monsieur le président de la philo,
Monsieur Woodley Boucher, dans les propos des bienvenus. Messieurs les directeurs, messieurs les professeurs, chers camarades de la philo, il m'est cher l'honneur de prendre la parole au nom du comité de la philo polaire pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour être avec nous. Mes remerciements vont également aux membres de la direction et à tous ceux qui nous ont aidés à l'organisation de cette conférence. Cette conférence organisée aujourd'hui autour du thème philosophie éthique s'inscrit dans le cadre de toute une série d'activités que la philo polaire compte organiser tout au cours de l'année scolaire. La conférence d'aujourd'hui vise à enrichir notre connaissance dans le domaine de la philosophie et de l'éthique, deux sciences qui, à mon avis, se complètent. Oui, deux sciences qui, à mon avis, se complètent. Car dans le futur, chers camarades, vous aurez à assurer la relève. Dans une société où la dépravation des mœurs, la débauche, la corruption sont les mots qui gouvernent notre cher Haïti, il vous faut dès à présent connaître les principes et les normes qui feront de vous des hommes et des femmes respectueux des valeurs qui régissent toute société. Le premier intervenant va nous entretenir sur la philosophie, le second sur l'éthique au service des jeunes, en espérant que les thèmes qui seront développés seront pour votre passion. Merci. Nous venons d'écouter le président dans les propos des bienvenus. Nous faisons place maintenant à mademoiselle Elna Conseil qui va chanter pour nous maintenant dans le même souci de l'accueil et de bienvenue. Chanter en harmonie en ce jour béni. J'ai du feu d'espoir par l'infini. Chanter nos sentiments en ce jour béni. Bienvenue à vous, amis. Amis invités, nous sommes heureux de vous revoir à ce moment. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à vous, amis, amis, amis invités. Nous sommes heureux de vous revoir à ce moment. Bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de vous revoir à ce moment. Bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de vous revoir à ce moment. Bienvenue parmi nous. What speaker? What? Good! Je vais vous montrer comment vous faites.
l'expression que vous avez utilisée ce soir, ce qui vous dit, comme le monsieur en tant que ravi d'être avec vous. Il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Le plus grand honneur que vous devez vous faire vous-même, c'est de réussir aux examens du baccalauréat. Vous comprenez ça? Ça, c'est très important, non seulement pour vous, mais aussi pour la direction, pour vos parents, pour le pays. C'est important, très important. Donc, je tiens à dire, j'ai l'impression quand même que les directeurs de l'organisation sportive vous-même. Merci, merci, merci. Aura vous présente conférence, oui. Le conférencier de Gala. Il y a une chose de très importante que la direction de part pour vous dire cet après-midi. Je vais vous laisser parce que je vais avoir encore 30 secondes pour continuer avec le travail commencé. Je reviens. Encore une fois, bonne fête. Applaudissez vous-même. Qui est notre premier conférencier, est déjà là. Alors, sous la demande du président de la philo, nous devons faire place à notre premier conférencier qui est monsieur. Applaudissez ça. Ce moment de convivialité, ce moment de loisir, ce moment de prédilection qui est en fête, c'est la fête de le défi de savoir. En ce moment, je me sens énormément ravi, non seulement de partager avec vous mes intentions à l'occasion de cette festivité, mais également ce sera pour moi une occasion de vous prodiguer quelques conseils. Vous êtes des philosophes. Le philosophe lui-même, c'est quelqu'un qui réfléchit de manière rationnelle. C'est quelqu'un qui réfléchit de manière méthodique. Il ne va pas réfléchir comme des profanes. Il ne va pas réfléchir comme des vulgaires. Si par exemple, il me faut faire la propriété dans une maison, la maison est tissée de poussière, je dois commencer par le commencement. Si je commence d'abord par envelopper le lit et après je vais balayer la maison, le travail n'est pas rationnel. Vous voyez, le travail est désordonné. Il faudra bien sûr commencer par le commencement.
Commencer par le commencement signifie quoi? On émet des idées. On émet des idées claires, des idées précises, des idées distinctes. Par conséquent, la philosophie en elle-même, elle prend distance par rapport à des idées. Par exemple, bien avant la genèse de la philosophie, c'est-à-dire la naissance de la philosophie, on se contentait des questions qui ne sont pas des questions établies sous un angle à sens rationnel, qui ne sont pas des questions où l'on peut les interpréter de manière méthodique. La philosophie elle-même va prendre naissance avec ses modes de questions, avec ses modes de discours. Maintenant, vous êtes des professionnels du savoir, des gens possédant une forme de sagesse, une sagesse orientée vers la quête du bonheur, vers la propulsion de la connaissance, la propulsion de la science. Vous cultivez ce culte. Par conséquent, il vous faut non seulement développer ce culte dans toute son intégralité, mais également dans ses plis et replis. À une certaine époque, surtout dans la société féodale, Louis XIV avait dit « l'État, c'est moi ». Puisque l'État, c'est Louis XIV, le savoir à cette époque a été un savoir contrôlé. L'esprit était zombifié. La philosophie en elle-même, elle se repose sur une certaine liberté intellectuelle. Une certaine autonomie, indépendance de la pensée. Mais si l'État c'est Louis XIV, est-ce que la pensée ici, est-ce qu'on était libre de penser? Oui ou non? On n'était pas libre de penser. Le savoir était contrôlé. On a attribué à saint Thomas d'Aquin, saint Augustin comme étant les patrons des philosophes. Moi, j'ai détesté et ce cas. Pourquoi? Parce que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, ce sont des philosophes formés par l'Église. Or, vous savez clairement quel travail a été exercé par l'Église dans certaines sociétés. L'Église avait contrôlé le savoir. L'Église avait contrôlé la culture. L'Église avait monopolisé la connaissance. Agir dans le bon sens. Pour agir dans le bon sens, il faut bien sûr posséder ce qu'on appelle la raison. Avec la raison, le philosophe est amené à pouvoir argumenter, il est amené à pouvoir conceptualiser, problématiser. Il faut que le problème soit bien structuré. Par conséquent, vous êtes un philosophe. Ce n'est pas encore terminé. Vous êtes toujours en route. Quotidiennement, il faut questionner le savoir. En questionnant le savoir, vous êtes toujours en route. Voilà pourquoi que vous paraissez un éternel douteur. Vous allez douter même de votre doute. Vous êtes des douteurs par excellence. C'est ce conseil que je dois vous prodiguer. Dans le domaine de la philosophie, il faut toujours accepter les affrontements idéologiques, accepter l'opinion de l'autre. En philosophie, l'opinion de l'autre, elle fait avancer la matière. Mais lorsque nous parlons des affrontements idéologiques, ce ne serait pas des combats, ce ne serait pas des affrontements meurtriers, ce ne serait pas des rivalités sanglantes. L'affrontement idéologique signifie la guerre intellectuelle. C'est ça la philosophie. C'est la guerre intellectuelle. On déclare la guerre à l'intelligentsia. C'est ça la philosophie. Vous continuez à réfléchir. Vous continuez à méditer. Vous réfléchissez sur l'homme. Vous réfléchissez sur la destinée humaine. Pourquoi est-ce qu'on vit? Comment sera la vie après la mort? Pourquoi la mort? Et où l'homme s'est-il trouvé après la mort? Et un ensemble de questions sont toujours élaborées par les philosophes. Maintenant, je vous exhorte à continuer
à faire preuve d'hommes éclairés, d'hommes compétents, d'hommes possédant la faculté de bien faire. Le philosophe est celui qui s'est écarté de ce monde. Le monde du philosophe n'est pas le monde des profanes. Il n'est pas le monde des vulgaires. Avant d'avoir terminé vos études, comme le sens vous a déjà précisé, il souhaitait que tout le monde ici puisse affronter les épreuves du baccalauréat avec succès. Avant d'avoir affronté les épreuves du baccalauréat, vous irez à l'université. L'université est un lieu de circulation du savoir, mais ce serait un savoir ordonné, un savoir structuré, un savoir organisé. Par conséquent, vous êtes de nouveaux récipiendaires. C'est à vous de continuer à côtoyer ce chemin. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous possédez le sens de la réflexion. Une réflexion orientée dans le sens du bonheur. Une réflexion orientée dans le sens des intérêts de la dignité humaine. Une réflexion orientée dans le sens du bonheur de l'humanité. Le philosophe lui-même, non seulement il est un constant ami de l'humanité, c'est un homme qui réfléchit. Il s'est attendu sur les problèmes de l'humanité, sur les misères de l'homme. Pourquoi? Parce que bien avant Socrate, l'homme, ou bien les premiers philosophes, ils ont réfléchi sur le monde. Ils ont fait savoir que toute chose est concentrée ou bien axée sur le monde, puisque c'est l'homme qui possède la raison. L'homme est le seul animal qui sait qu'il est mortel, parce qu'en réalité, ce qui a distingué l'homme de l'animal, c'est la raison. L'homme est le seul être qui sait qu'il est mortel. Pour répéter le philosophe français André Malraux. Par exemple, les animaux, ils ne savent pas s'ils sont mortels. Il dit pas les animaux. L'homme en lui-même, il sait qu'il est mortel. Donc pour vous démontrer que la réflexion de l'homme est nettement différente par rapport à celle de toutes les composantes de la nature. Voilà pourquoi qu'avec Socrate, la réflexion philosophique était centrée sur l'homme. En ce sens, le philosophe Socrate, il a réalisé un travail colossal dans l'histoire de la philosophie. Malheureusement, il y a des hommes dans la Grèce antique qui prétendaient tout savoir. Ces hommes sont appelés des sophistes. Cela amène certains observateurs au scepticisme, c'est-à-dire parce qu'en réalité, les philosophes du XXe siècle, mais les philosophes de ce nouveau millénaire, ils ne sont pas des pionniers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les premiers à pouvoir réfléchir sur la philosophie. Donc, avec ce nouveau millénaire, les philosophes se sont inspirés des travaux des premiers philosophes. Puisqu'en réalité, autant de philosophes, autant de définitions, c'est normal que la philosophie soit traversée par une pléiade de courants. Maintenant, on ne doit privilégier tel courant. Il ne faut pas dire que tel courant paraît acceptable alors que l'autre est contestable. L'important c'est la guerre idéologique, un affrontement entre tous les courants. À partir de tous ces courants, le philosophe d'aujourd'hui va émettre un savoir articulé, un savoir ordonné. Donc pour mieux répondre à votre question, une question assez intéressante, une question assez fabuleuse, je dirais, je dois vous dire qu'en toute franchise, qu'en toute sérénité, les philosophes d'aujourd'hui, non seulement ils possèdent le savoir, mais le savoir qu'ils possèdent, c'est un savoir venant des premiers philosophes, c'est-à-dire des hommes qui ont marqué l'histoire de la philosophie avant leur émergence. C'est tout ce d'aujourd'hui. En réalité, on ne peut connaître le savoir sans n'avoir pas su ce que les premiers ont dit. D'ailleurs, on n'est pas pionniers. Les philosophes d'aujourd'hui ne sont pas des pionniers. Ils ne sont pas les premiers à pouvoir posséder le savoir. Alors, si vous avez d'autres questions. J'ai d'autres questions. À la philosophie.
est-ce qu'on ne peut pas dire que la philosophie socratique Cette chanson, spécialement à voir? Sans cesse de l'effort, évidemment, laisse-moi le choix. Je suis là, c'est pas le roi, mais le père, différent. Toutes ces injures résistantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma vision, j'y crois encore, mais encore. Les sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point de l'œil. Je ne suis pas comme toutes les filles, dans des visages, dans des habits. La voix, j'ai fait tout bien le cœur. J'en fais le cœur, fille d'un quartier populaire. J'ai appris à être une fille de choses et des larmes, de misère. Il n'y a plus de cœur, pas de lumière, et j'en ai vu la vie. C'était comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé de l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse l'effort. Évidemment, laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma vie, ça me Et bah tout fini. Et puis, bonjour, je veux savoir qui est-ce qui a un petit jambon, qui est meilleur, c'est-à-dire qui amélioré pour qu'après c'est exotique. Et puis, merci à tous ces bons gars qui est-ce qui est bon pour parler sur ce type. Et puis, ils font des styles. On m'a invité à être modéreur à l'occasion de la fête des fusions. Je suis dans une ambiance qui me fait revivre mon ambiance d'il y a 30 ans. J'étais en classe terminale comme vous et il y avait de la chaleur dans l'air parce qu'on fêtait la fête des philosophes. Je vous dis bonne fête et merci de m'associer à vous. Nous allons parler aujourd'hui de l'éthique et je vais prendre le train en marche puisqu'on parlait de la philosophie. Celui qui avait fait son intervention avant moi, il avait dit « Personne ne peut posséder la totalité du savoir ». C'est un exemple de modestie, mais aussi question de réalisme intellectuel, question de rationalisme, tout simplement. Parce que le maréchal Foch disait « Il n'y a pas d'homme formé, il n'y a que des hommes qui se forment. Il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. » Et quand on dit homme, il ne faut pas comprendre qu'on a exclu la femme, mais on parlait plutôt de l'espèce humaine. Alors, ceci étant dit, nous allons voir notre jour qui est l'éthique. S'il vous plaît, allez.
Ok. Merci. À l'état de nature, est solitaire, pauvre, dangereuse, bestiale et courte. C'est une pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes qui nous rappelle l'égoïsme et la méchanceté des humains. Cette pensée nous rappelle que l'homme en interaction avec ses semblables ne pense qu'à sa personne au détriment de l'autre, au détriment du corps social. Ainsi, pour qu'une société puisse évoluer en parfaite harmonie, elle doit d'abord ériger des principes, établir des règles et se doter des moyens pour observer et faire observer les règles établies. Elle doit se doter d'organisations et d'institutions adéquates pour l'équilibre social. L'institution de l'État et la vie en société ont donc pour rôle de rendre les rapports entre les hommes plus harmonieux. Cette harmonie ne peut se concevoir sans la moralité, sans l'honnêteté, sans la sincérité, sans le sens d'une sorte d'interaction dans quelque domaine que ce soit. Au-delà de toute satisfaction, de toute stratification, la société est bâtie sur la pyramide des âges. L'enfance et la jeunesse représentent deux périodes importantes dans la vie de tout individu. Divers constats et témoignages nous portent à croire que notre jeunesse, dans sa majorité, est déboussolée, non orientée ou mal orientée, peu respectueuse des valeurs. La plupart des jeunes n'ont pas le réflexe de respecter leurs parents s'ils en ont. Que dire des autres s'ils ont des parents chez eux? Ces derniers sont pour la plupart carrément démissionnaires. Or, l'éducation d'un enfant commence dès le berceau. Un auteur a dit: donnez-moi les 6 premières années de votre enfant, je vous donne un homme. Un autre d'ajouter: donnez-moi les 6 premières années de votre enfant, je vous fais le du reste. Pour Jean-Jacques Rousseau, la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La célèbre pédagogue italienne Maria Montessori parle du premier plan de développement de 0 à 6 ans, le plan de la petite enfance qui met l'accent sur l'éducation cosmique. C'est l'âge de la semence, l'âge où l'on doit explorer l'univers moral. Madame Montessori précise que dans le plan cosmique, il faut semer à n'en plus finir. La semence consiste à inculquer les bonnes manières, le respect des plus âgés, le réflexe de dire la vérité, de ne pas mentir, de ne pas démentir les grandes personnes, le goût d'aimer mamie et papy qui va déboucher sur l'amour du travail. En l'absence de bonnes semences sur un terrain vierge, des herbes sauvages poussent. Parmi celles-ci, et par pur hasard, on peut en trouver qui soient utiles, mais c'est pareil pour l'humain. Quand il n'y a pas la bonne semence décrite par Madame Montessori, les troubles caractériels, les manies et les défauts, vices, vols, méchanceté, mensonges, égoïsme, discourtoisie s'installent. Dans cet univers, on peut trouver quelques individus qui se distinguent par un comportement acceptable, mais il est tout à fait logique que dans une telle atmosphère, là où l'on s'attend à retrouver l'homme, on retrouvera l'animal humain, enclin à satisfaire ses bas instincts plus que toute autre chose. John Milton, dans Le Paradis retrouvé, affirme: la jeunesse montre l'homme comme le matin montre le jour. Même si l'enfance est sacrifiée sur le plan éducationnel, tout n'est pas perdu. En effet, les institutions de socialisation comme l'église, l'école se chargeront d'inculquer certaines valeurs liées aux règles élémentaires de sociabilité pour redresser la mort au péril. Cette conférence s'inscrit dans la logique de transmettre les valeurs cardinales aux jeunes. Une intervention sur l'éthique dans une classe terminale a parmi ses objectifs de sensibiliser notre jeunesse sur les dérives afin de régenter les comportements sous l'influence éclairée de l'éthique et de la déontologie, afin de tenter de retrouver l'Haïti autrefois, celle qu'on surnommait la perle des Antilles. Toute personne humaine devait être au-dessus de tout soupçon. Par conséquent, chaque acte posé devrait être marqué du sceau de la moralité, de l'honnêteté, bref, du sens de l'éthique et de la déontologie.
Mais c'est quoi l'éthique? L'éthique vient du mot grec ethos, qui signifie coutume, usage, caractère. Si la coutume, l'usage et le caractère confèrent une conduite, une manière d'être à un individu, l'éthique peut s'entendre alors comme des principes ou critères d'évaluation de la conduite humaine. Le terme Larousse, c'est la science de la morale. Pour le petit Robert, c'est la science de la morale, c'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un. La notion d'éthique marche toujours de pair avec la moralité, l'honnêteté, la déontologie, le sens du devoir et la vertu. Pierre Reverdy disait que l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Voyons les principes éthiques. Les philosophes ont cherché à définir la valeur positive ou négative de la conduite humaine en se rapportant à deux principes majeurs. Ils ont considéré certains types de conduite comme bons en soi. C'est l'aspect universel de l'éthique. Et d'autres qui le sont parce que conformes à une norme morale particulière. Ainsi, l'autorité de la personne religieuse, Dieu est l'autorité suprême. Sa volonté doit être primée. L'éthique se borne donc à obéir aux principes et préceptes consignés dans les textes sacrés. Selon la théorie du droit naturel, qui accorde la même autorisation, faisons l'historique de l'éthique. La vie en couple requiert, depuis la nuit des temps, une régulation morale des comportements pour empêcher des frictions et assurer le bien-être du couple. Dans la Chine ancienne, les maximes de Confucius devinrent un code moral reconnu. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes grecs ont consacré une large part de leur théorie. Ils soutiennent que seuls les besoins et les intérêts humains déterminent ce qui est considéré comme bon ou mal, juste ou faux. Tout ce qui est en accord avec la raison humaine est reconnu comme bon. En 1762, Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre intitulée Du contrat social, il attribue le mal aux anomalies inhérentes à toute organisation sociale et juge les hommes bons par nature. Emmanuel Kant apporte une contribution majeure à l'éthique avec le fondement de la métaphore en 1785. Il énonce la règle d'or. Agis de telle sorte que la maxime de ton action. La morale n'est pas le résultat de contrat social, mais relève le développement naturel qui prend son essor dans la famille. Spencer pense que la morale n'est rien d'autre que le résultat de certaines habitudes acquises par l'humanité au cours de son évolution. Pour Socrate, la vertu est la connaissance. Selon vertueux, ceux qui sauvent ce qu'est la vice, ce qu'est la vertu, le vice ou le mal sont le résultat de l'ignorance. Ainsi, pour Socrate, l'éducation doit être axée sur l'enseignement de la vertu en vue de développer le sens moral des hommes. Selon Caïm Perelman, chaque homme est conditionné par la formation et l'éducation qu'il a reçue. Le respect de soi et des valeurs doit rester instauré en soi, comme une seconde nature. Et là où Foucault disait, la parfaite valeur consiste à faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire en présence de tout le monde. Il renvoie à la notion de la déontologie personnelle ou à la déontologie du couple. Déontologie vient de deux mots. Déontos qui signifie ce qu'il faut faire et logos qui signifie l'étude, comme vous le savez comme moi. Ainsi, la déontologie peut se définir comme étant l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients, le public. Exemple, la déontologie médicale. C'est une évaluation de votre personne. On n'évalue pas la classe à travers vous, on vous évalue. On aura l'habitude de tricher. Et quand vous arrivez quelque part, il y a un examen sérieux. Vous ne pourriez rien fournir parce que vous n'avez pas l'habitude de subir des tests sérieux. Si le directeur vient avec quelqu'un, un censeur ou un surveillant, s'il respecte la femme, s'il y a deux places de disponibles, il y a un homme, il y a une femme, la place est pour la femme. S'il y a un homme, une femme, un vieillard, la place est pour le vieillard. S'il y a une deuxième place, c'est pour la femme. S'il y a une troisième place, c'est pour l'homme. Ce sont des choses simples qu'on applique chaque jour et qui donnent un profil.
Votre directeur est votre directeur, votre professeur est votre professeur. Il ne faut pas le juger sur la couleur de son pantalon. Dans cette société, nous avons valorisé des choses sans valeur à travers les livres. Toutes les connaissances sont dans les livres. Il faut écouter vos maîtres, vos professeurs. Il ne faut pas vous dire, il est venu à